L'émetteur, le podcast. L'anxiété, un signal venu du plus profond de nous. Imaginez un individu qui, en apparence, mène une vie ordinaire. Il a un emploi stable, des relations sociales convenables, une routine bien huilée. Rien dans son quotidien ne semble justifier une inquiétude permanente. Pourtant, il ressent une angoisse diffuse, une oppression sourde qu'il ne parvient ni à expliquer ni à dissiper. Comme une ombre qui le suit partout, elle surgit sans prévenir, dans le silence d'un moment de solitude, au cœur d'une conversation anodine ou même au beau milieu d'une réussite. Cette anxiété n'a pas de visage, pas de cause immédiatement identifiable. Mais elle est là, omniprésente, et il ne sait pas comment s'en défaire. Alors, d'où vient-elle ? Pourquoi certains d'entre nous portent-ils en eux cette tension constante, ce poids invisible qui semble flotter au-dessus de leur existence ? Et surtout, comment pouvons-nous l'affronter ? Dans notre société, l'anxiété est souvent perçue comme un dysfonctionnement à éradiquer. On la combat avec des solutions rapides. Médicaments, méditation express, distraction numérique. Chaque malaise trouve son antidote instantané, comme si le simple fait de ressentir une inquiétude profonde était une anomalie qu'il fallait corriger. On se persuade que l'anxiété est un problème extérieur à nous, une simple réaction chimique que l'on peut neutraliser. Mais Carl Jung propose une lecture radicalement différente. Selon lui, l'anxiété n'est pas un ennemi, mais un messager. Elle ne survient pas sans raison, et surtout, elle n'est pas seulement le produit du stress quotidien. Pour Jung, elle est le symptôme d'un conflit intérieur non résolu, d'une opposition entre différentes forces en nous. Nous aimons nous voir comme des êtres cohérents, unifiés. Mais en réalité, nous sommes le théâtre d'une lutte intérieure. À l'intérieur de nous, des désirs contradictoires, des pulsions refoulées, des valeurs inculquées depuis l'enfance et des aspirations profondes s'entrechoquent. Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons pour nous adapter au monde, et de l'ombre, cette partie de nous que nous dissimulons, volontairement ou non. Chaque fois que l'écart entre ces deux pôles se creuse, chaque fois que nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement pour nous conformer à ce que nous pensons devoir être, l'anxiété grandit. Elle devient un signal d'alarme, un appel du plus profond de notre être. Elle nous rappelle que nous avons laissé une part essentielle de nous-mêmes dans l'ombre, et que tant que nous refuserons de la regarder en face, elle continuera à se manifester sous forme de troubles, de doutes et parfois même de souffrances physiques. Ainsi, au lieu de chercher à fuir l'anxiété ou à la faire taire, ne devrions-nous pas chercher à comprendre ce qu'elle essaie de nous dire ? Comment la modernité alimente-t-elle notre anxiété ? L'époque dans laquelle nous vivons est marquée par une accélération constante. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations, d'attentes et d'injonctions contradictoires. Il faut être performant au travail, épanoui dans sa vie personnelle, cultivé, en bonne santé, socialement actif et même spirituellement aligné. L'idéal moderne est un individu multitâche, efficace, toujours en mouvement et capable de gérer tous les aspects de son existence sans jamais montrer de faille. Mais cette course effrénée a un prix, l'anxiété. Dans une société qui valorise la rapidité et la productivité, nous sommes soumis à une pression permanente. Les réseaux sociaux en particulier ont amplifié ce phénomène. Ils nous exposent en permanence à des modèles de réussite inaccessibles, des corps parfaits, des carrières florissantes, des vies idéalisées. Tout semble à portée de main, et pourtant, plus nous tentons de nous conformer à ces standards, plus nous nous sentons inadéquats. Cette comparaison constante nourrit un sentiment de manque, une angoisse diffuse de ne jamais être assez. Carl Jung aurait probablement vu dans cette situation un exemple frappant de conflit entre la persona et le moi profond. D'un côté, nous avons l'image que nous projetons au monde, façonnée par les attentes sociales, et de l'autre, notre véritable nature, souvent étouffée par ces exigences extérieures. Plus l'écart entre ces deux pôles se creuse, plus l'anxiété se développe. Nous sommes tiraillés entre ce que nous pensons devoir être et ce que nous sommes réellement. La modernité nous pousse également à fuir l'inconfort psychologique. Dès qu'une inquiétude apparaît, nous avons 1000 façons de la noyer. Divertissement en continu, consommation effrénée, stimulation numérique. Mais en agissant ainsi, nous ne faisons que repousser le problème.
Jung insistait sur l'importance d'affronter nos conflits internes plutôt que de les éviter. Pour lui, la névrose, et donc dans de nombreux cas l'anxiété, était une tentative de l'esprit pour signaler un déséquilibre profond. Ce malaise, au lieu d'être perçu comme un ennemi, devait être compris comme une invitation à l'introspection. Enfin, il y a la question du temps. Nos ancêtres vivaient au rythme des saisons, des cycles naturels. Aujourd'hui, nous sommes enfermés dans un temps linéaire, productif, où chaque instant doit être rentabilisé. Nous n'avons plus de véritables moments de pause, de vide, d'ennui, ces instants où l'esprit peut vagabonder, se recentrer. Or, ce sont souvent ces espaces de respiration qui permettent une forme d'équilibre intérieur. Ainsi, la modernité ne crée pas l'anxiété à elle seule, mais elle l'amplifie, l'accélère et surtout, elle nous empêche de l'écouter. Au lieu d'être un simple malaise à éviter, elle pourrait être vue comme un signal d'alarme, un appel à retrouver un rapport plus authentique avec nous-mêmes. Mais pour cela, encore faut-il oser s'arrêter et se confronter à ce qui, en nous, réclame d'être entendu. Les conflits internes et la névrose. Pourquoi Jung voyait-il la névrose comme un appel à la transformation personnelle plutôt qu'un simple trouble à éliminer? Dans notre vision moderne de la santé mentale, la névrose est souvent perçue comme une pathologie, un dysfonctionnement psychique à corriger, voire à éliminer. Lorsqu'une personne souffre d'anxiété, de phobie ou d'obsession, la première réaction est souvent de chercher un remède rapide. Médicaments, thérapie brève, technique de relaxation. Mais pour Carl Jung, cette approche passe à côté de l'essentiel. La névrose, loin d'être un simple problème à résoudre, est en réalité un signal, un message profond que l'individu doit comprendre et intégrer. Jung considérait la névrose comme le symptôme d'un conflit intérieur non résolu. Elle surgit lorsque des forces opposées dans notre psyché s'affrontent sans trouver d'issue. D'un côté, nous avons nos aspirations profondes, nos désirs inconscients, ce que Jung appelait le soi, l'essence véritable de notre être. De l'autre, il y a les normes sociales, les obligations familiales, les conditionnements que nous avons intégrés dès l'enfance. Plus le fossé entre ces deux aspects de notre être se creuse, plus le mal-être grandit. Un individu peut, par exemple, ressentir une angoisse inexplicable dans son quotidien professionnel. En apparence, tout va bien. Il a un emploi stable, un salaire convenable, une certaine reconnaissance. Pourtant, un malaise diffus s'installe, une sensation d'oppression, parfois même des troubles physiques. Plutôt que de considérer ces symptômes comme de simples dysfonctionnements, Jung inviterait cette personne à interroger le sens de cette angoisse. Est-elle le signe que son travail ne correspond plus à ses aspirations profondes? Qu'une partie d'elle-même, peut-être plus créative, plus indépendante, cherche à s'exprimer. Pour Jung, la névrose est donc un appel à la transformation personnelle. Elle indique qu'un changement est nécessaire, que l'individu ne peut plus ignorer certaines parties de lui-même. Ce processus de transformation passe par ce qu'il appelait l'individuation, c'est-à-dire le chemin vers une plus grande harmonie entre les différentes facettes de notre psyché. Cela ne signifie pas supprimer l'anxiété ou les conflits internes, mais apprendre à les comprendre et à les intégrer. L'erreur serait de vouloir éradiquer immédiatement le symptôme sans en chercher la cause. C'est pourquoi Jung s'opposait à une approche purement médicamenteuse ou comportementale des troubles anxieux. Pour lui, une angoisse persistante ne disparaît pas tant que l'individu n'a pas fait face à la véritable question qu'elle soulève. Plutôt que de chercher à guérir la névrose comme une maladie, il proposait de l'écouter, de l'analyser et de l'utiliser comme un levier de transformation. Ainsi, la névrose n'est pas un obstacle, mais un passage obligé dans la quête de soi. Ce que nous percevons comme une souffrance peut en réalité être une invitation à explorer nos désirs refoulés, à redéfinir nos valeurs, à nous affranchir de certaines illusions et au final, à vivre de manière plus authentique. Mais pour cela, or faut-il oser affronter ce que nous avons trop longtemps laissé dans l'ombre. L'ombre et le refoulement. En quoi ce que nous refusons de voir en nous peut-il être à l'origine de notre anxiété? Carl Jung a introduit un concept fondamental pour comprendre nos tensions internes, celui de l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, oubliées ou niées parce qu'elles sont jugées inacceptables, honteuses,
ou incompatible avec l'image que nous voulons projeter au monde. Mais ce que nous enfouissons dans notre inconscient ne disparaît pas pour autant. Bien au contraire, plus nous refusons de voir ces aspects cachés, plus ils exercent une influence souterraine sur notre psyché. Lorsque nous grandissons, nous apprenons très vite ce qui est valorisé et ce qui est réprouvé. Un enfant qui exprime trop de colère ou de tristesse peut être réprimandé et finit par comprendre que ses émotions ne sont pas acceptables. Plutôt que de les exprimer librement, il les enfouit dans son ombre. À l'âge adulte, cette colère réprimée ne s'évanouit pas. Elle se transforme en irritabilité chronique, en anxiété diffuse, voire en crise d'angoisse inexpliquée. L'anxiété peut ainsi être vue comme un signal d'alarme. Une partie de nous tente de se faire entendre, mais nous refusons de l'écouter. Prenons l'exemple d'une personne qui se force à être toujours gentille, compréhensive, évitant à tout prix les conflits. Elle croit sincèrement que c'est ainsi qu'elle doit être pour être aimée et acceptée. Pourtant, au fond d'elle, des frustrations s'accumulent. Elle peut ressentir des tensions dans son corps, une sensation d'étouffement, un malaise grandissant dans certaines situations, sans comprendre pourquoi. Ce qu'elle ignore, c'est que son ombre contient des besoins qu'elle refuse de reconnaître. Un besoin d'affirmation, de poser des limites, d'exprimer son désaccord. Plus elle nie ces aspects d'elle-même, plus l'anxiété grandit, car une partie de son être réclame d'exister. Jung voyait donc l'anxiété comme une conséquence directe de ce déséquilibre intérieur. Plus nous tentons de fuir certaines vérités sur nous-mêmes, plus elles nous poursuivent sous des formes détournées, insatisfaction, stress chronique, comportement compulsif. L'ombre agit alors comme une force inconsciente qui influence nos choix, nos relations, nos émotions, sans que nous en ayons réellement le contrôle. Une des clés pour atténuer cette anxiété est d'apprendre à reconnaître et intégrer son ombre. Cela ne signifie pas se laisser submerger par les pulsions ou les émotions refoulées, mais plutôt les regarder en face, les accepter comme faisant partie de nous. Jung disait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est en osant affronter ce que nous avons longtemps rejeté que nous pouvons retrouver une forme de paix intérieure. Ainsi, l'anxiété n'est pas toujours une ennemie. Elle est parfois une invitation à explorer ce qui, en nous, a été laissé dans l'ombre. En cessant de fuir cette part cachée, nous lui permettons de se transformer et d'enrichir notre identité, plutôt que de nous hanter sous forme de mal-être et de tensions invisibles. Les archétypes et l'anxiété existentielle. Comment notre inconscient collectif influence-t-il notre perception du danger et de l'angoisse? L'anxiété n'est pas seulement une expérience individuelle, elle est aussi profondément enracinée dans l'histoire collective de l'humanité. Pour Carl Jung, notre psyché n'est pas une entité isolée, façonnée uniquement par notre éducation et notre environnement personnel. Elle est également influencée par ce qu'il appelait l'inconscient collectif, une vaste mémoire psychique qui se transmet de génération en génération sous forme d'archétypes. Ces archétypes sont des structures universelles de l'esprit humain, des modèles fondamentaux qui orientent notre façon de penser, de ressentir et de percevoir le monde. Parmi ces archétypes, plusieurs sont directement liés à notre rapport à la peur et à l'anxiété. L'archétype de l'ombre, par exemple, représente tout ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes, et son refoulement peut nourrir des angoisses profondes. Mais d'autres archétypes jouent aussi un rôle dans notre perception du danger. L'archétype du guerrier nous pousse à faire face aux épreuves et aux menaces. Mais lorsque ce modèle est déséquilibré, il peut nous plonger dans une hypervigilance constante, un état d'alerte perpétuel où nous voyons des ennemis partout. L'archétype de la grande-mère peut être source de réconfort, mais aussi d'une dépendance excessive à la sécurité, générant une peur irrationnelle du changement ou de l'inconnu. L'archétype du chaos ou du démon incarne nos angoisses les plus profondes, celles d'un monde menaçant, imprévisible, où nous nous sentons impuissants face aux forces extérieures. L'anxiété existentielle est le mythe du danger permanent. L'inconscient collectif est peuplé de récits et de mythes qui façonnent notre manière d'interpréter les événements. Depuis la nuit des temps,
l'homme vit avec la peur des prédateurs, des catastrophes, des guerres, des maladies. Autrefois, ces menaces étaient bien réelles. Survivre nécessitait une vigilance constante. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés relativement sécurisées. Mais notre psyché, elle, reste marquée par ces schémas archaïques. C'est ce décalage qui explique une partie de l'anxiété moderne. Nos instincts de survie continuent d'agir alors que les dangers auxquels nous faisons face ne sont plus physiques, mais psychologiques et symboliques. Nous redoutons le rejet social, comme si c'était une condamnation à mort. Nous vivons l'échec comme un désastre irréversible. Nous anticipons l'avenir avec la même crainte que nos ancêtres face à un prédateur tapi dans l'ombre. L'un des archétypes les plus puissants qui alimentent l'anxiété est celui du héros. Ce modèle qui nous pousse à chercher un sens à notre existence en relevant des défis et en surmontant des épreuves. Mais lorsqu'on ne trouve pas de quête claire, lorsqu'on se sent perdu dans un monde où les rites de passage traditionnels ont disparu, cette quête de sens peut se transformer en angoisse existentielle. Qui suis-je? Quel est mon rôle? Ai-je un destin à accomplir ou suis-je condamné à errer sans but? L'impact de la modernité sur notre inconscient collectif. Le problème, c'est que notre époque ne nous offre plus les mêmes repères que par le passé. Autrefois, la religion, les traditions et les mythes collectifs apportaient des réponses claires aux grandes questions de l'existence. Aujourd'hui, dans un monde dominé par le rationalisme et l'individualisme, nous avons perdu ces cadres de référence. L'angoisse existentielle s'intensifie lorsque l'individu se retrouve seul face à l'immensité de son destin, sans guide, sans mythe structurant pour donner du sens à son existence. Nos angoisses ne viennent donc pas seulement de notre histoire personnelle, mais aussi de cette rupture avec l'inconscient collectif. Sans rite de passage, sans récit, pour nous aider à comprendre notre propre cheminement, nous nous retrouvons démunis face à nos peurs. Comment utiliser ces archétypes pour surmonter l'anxiété? Plutôt que de subir ces influences inconscientes, Jung suggérait d'apprendre à les reconnaître et à les intégrer. Si nous comprenons que notre peur du rejet est liée à des instincts archaïques de survie, nous pouvons commencer à relativiser son emprise. Si nous voyons notre quête de sens comme une résonance du mythe du héros, nous pouvons accepter que l'incertitude fait partie du voyage. L'anxiété, dans cette perspective, n'est pas un simple problème à éradiquer, mais une invitation à explorer les récits qui nous habitent, à comprendre comment notre inconscient collectif influence nos peurs et nos désirs. En prenant conscience de ces archétypes, nous pouvons les utiliser pour donner du sens à notre vie, au lieu de les laisser nous submerger. Ainsi, l'anxiété existentielle n'est pas seulement une souffrance. Elle est aussi une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. En apprenant à dialoguer avec ces images ancestrales qui vivent en nous, nous pouvons transformer cette angoisse en une force, en une boussole intérieure pour mieux naviguer dans l'incertitude de l'existence. Se réconcilier avec soi-même. Quelles pistes Jung propose-t-il pour comprendre et dépasser notre anxiété? Pour Carl Jung, l'anxiété n'est pas un simple trouble à éradiquer, mais un signal précieux, une boussole intérieure qui pointe vers des conflits non résolus en nous. Plutôt que de chercher à l'éteindre immédiatement à travers des distractions ou des solutions superficielles, il propose un cheminement plus profond. Comprendre l'origine de cette anxiété et l'intégrer dans un processus de transformation personnelle. Se réconcilier avec soi-même, selon Jung, passe par plusieurs étapes fondamentales qui visent à réunifier les parties fragmentées de notre psyché. 1. Reconnaître l'origine de l'anxiété. Écouter plutôt que fuir. L'une des premières erreurs que nous faisons face à l'anxiété est de la considérer comme un problème extérieur à nous, quelque chose qui nous tombe dessus et que nous devons éliminer. Jung nous invite au contraire à écouter ce que l'anxiété essaie de nous dire. Chaque malaise, chaque tension intérieure peut être le symptôme d'un conflit entre différentes parties de nous-mêmes. Un désir de liberté qui s'oppose à un besoin de sécurité. Une ambition personnelle qui entre en contradiction avec la peur de l'échec. Une facette refoulée de notre personnalité qui cherche à s'exprimer. Au lieu de lutter contre ces tensions, Jung encourage à les accueillir avec curiosité,
comme des messages venant de notre inconscient. Plutôt que de fuir l'angoisse par des distractions immédiates, il propose de la questionner. D'où vient cette peur? Qu'essaye-t-elle de me dire sur moi-même? Quelle part de moi suis-je en train d'ignorer ou de refouler? Prendre le temps de poser ces questions permet souvent de mettre en lumière des conflits internes dont nous n'avions pas conscience et qui, une fois identifiés, perdent déjà une partie de leur pouvoir oppressant. Intégrer son ombre, faire la paix avec ce que nous refoulons. Jung insistait sur le rôle de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché qui contient tout ce que nous avons refoulé, nos émotions interdites, nos désirs inavoués, nos faiblesses niées. Plus nous refusons de voir ces aspects de nous-mêmes, plus ils exercent une influence inconsciente et alimentent des angoisses. L'un des exercices fondamentaux que Jung préconisait pour apaiser l'anxiété est le travail d'intégration de l'ombre. Accepter que nous ne sommes pas uniquement ce que nous montrons aux autres. Observer nos réactions disproportionnées, nos irritations, nos jalousies, car elles révèlent souvent des parts de nous que nous nions. Écrire ou parler de nos émotions les plus enfouies, sans filtre ni jugement, pour leur permettre d'exister en conscience. Ce processus demande du courage, car il implique d'affronter les vérités que nous avons fuies. Mais c'est aussi une étape libératrice. Plus nous reconnaissons notre ombre, moins elle a besoin de se manifester sous forme d'angoisse ou de mal-être. Trouver du sens à travers l'individuation. L'un des concepts les plus centraux de la pensée jungienne est le processus d'individuation. C'est le chemin par lequel un individu devient pleinement lui-même en intégrant toutes les dimensions de sa personnalité, consciente et inconsciente. Pour Jung, une grande partie de notre anxiété vient de ce que nous vivons en désaccord avec notre vraie nature. Nous adoptons des rôles, nous suivons des attentes sociales, nous nous conformons à des modèles qui ne nous correspondent pas toujours. Mais plus nous nous éloignons de qui nous sommes réellement, plus un malaise profond s'installe. L'individuation consiste donc à se détacher des masques sociaux, la persona, pour explorer qui nous sommes au-delà des attentes des autres. Écouter nos aspirations profondes, même si elles semblent en contradiction avec la voie que nous avons prise. Accepter que l'évolution personnelle est un processus continu, où nous devons régulièrement ajuster notre trajectoire pour être en accord avec nous-mêmes. Lorsque nous avançons vers plus d'authenticité, l'anxiété a moins de raisons d'exister, car elle ne sert plus à nous signaler un écart entre notre être profond et la vie que nous menons. Utiliser les archétypes pour naviguer dans l'incertitude. L'anxiété est souvent liée à la peur de l'inconnu, à l'incertitude face à l'avenir. Jung propose une approche originale pour mieux comprendre cette angoisse, se connecter aux archétypes qui façonnent notre psyché. Il encourage à explorer ces figures intérieures et à voir comment elles influencent notre rapport à l'anxiété. L'archétype du héros peut nous aider à voir nos épreuves comme une quête initiatique, plutôt qu'un fardeau. L'archétype du sage nous rappelle que nous avons en nous une capacité naturelle à trouver du sens et de la clarté dans les moments de doute. L'archétype du pèlerin nous invite à accepter l'incertitude comme une part normale du voyage de la vie. En nous familiarisant avec ces modèles universels, nous pouvons nous sentir moins seuls face à l'anxiété et mieux comprendre les défis que nous traversons. 5. Cultiver l'imaginaire et la créativité. Dialoguer avec son inconscient. Enfin, Jung proposait une approche très concrète pour entrer en contact avec son inconscient et apaiser l'anxiété. La visualisation active. Il s'agit d'un exercice où l'on dialogue avec ses émotions, ses peurs, sous forme d'images mentales ou d'écriture spontanée. Plutôt que de fuir une peur, on peut la personnifier. Si mon anxiété était une personne, à quoi ressemblerait-elle? Que voudrait-elle me dire? On peut dessiner ses ressentis, écrire ses pensées sans chercher à les censurer, laisser émerger des symboles qui donneront du sens à ce qui nous traverse. Cet exercice permet de transformer l'angoisse en une source de compréhension intérieure, en nous donnant accès à des parties de nous-mêmes qui cherchent à s'exprimer. Conclusion. Se réconcilier avec soi-même, un chemin plutôt qu'une solution immédiate.
Pour Jung, surmonter l'anxiété ne signifie pas la supprimer, mais l'intégrer dans un processus plus large d'évolution personnelle. L'anxiété est un signal, un guide, une invitation à explorer les profondeurs de notre psyché. Plutôt que de la combattre, il propose de l'écouter pour comprendre ce qu'elle veut nous révéler. Reconnaître notre ombre pour éviter qu'elle ne nous tourmente inconsciemment. Embrasser l'individuation pour vivre en accord avec notre véritable nature. S'appuyer sur les archétypes pour donner du sens à nos peurs et nos doutes. Utiliser l'imaginaire et la créativité pour dialoguer avec notre inconscient. Se réconcilier avec soi-même, c'est accepter que l'anxiété fait partie du voyage intérieur. En apprenant à la voir non comme une ennemie, mais comme une alliée dans notre quête de sens, nous pouvons transformer cette tension intérieure en une force d'évolution et de découverte de soi.